Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis dessinateur et scénariste de bande dessinée et je dessine des chats. Je ne suis pas belge. Je travaille parfois avec Christophe Blain, parfois avec Lewis Trondheim et je ne dois pas dire mon nom. Et bonjour Johan Sfar. Bonjour. Et pas Philippe Geluc qui dessine des chats mais qui est belge. Mais qui est très sympathique aussi. Ça je n'en doute pas. On a le plaisir de te recevoir pour ta dernière bande dessinée qui s'appelle La Synagogue. Est-ce qu'on peut la définir comme ta première BD purement autobiographique ? Parce que certes, il y a ses carnets, mais en bande dessinée. Il y avait un enjeu formel pour moi face à de grandes autobiographies en BD comme L'Ascension du Haut Mal, comme L'Arabe du Futur. Je ne voulais pas avoir la même forme. Donc je me suis dit, on ne va pas faire chronologique, on va faire thématique. J'ai fait comme... je ne suis pas très bon en scénario, par contre je suis assez bon en dissertation. Et je me suis dit, on va prendre un thème, on va le traiter. Et on va parler des combats inutiles et par extension de la virilité, de l'image du père, de la construction de soi. Et sur ce thème-là, sans faire exprès, je me suis aperçu que j'avais plein de choses à raconter. Parce que les combats inutiles au sens très large, il y a ton combat, on va y revenir, peut-être dans la lignée de celui de ton papa, contre l'antisémitisme, etc. Il y a le combat physique, puisque tu racontes comment tu as été formé enfant au combat physique pur pour défendre la synagogue. C'est-à-dire c'est le thème qui sous-tend toute cette histoire, finalement, c'est le combat. Oui, c'est l'image d'un homme qu'on appellerait aujourd'hui sans doute de la masculinité toxique que m'a inculqué mon père, qui était vraiment un croyant dans le sens où il est né en Algérie dans une famille très pauvre. Quand il était petit, il a vu fonctionner la justice française, c'est-à-dire qu'il a vu un arabe à qui son avocat a sauvé la vie. Alors là, il a décidé de devenir avocat, il s'est dit chouette, la justice ça marche. Il a vu, lui qui est né dans la très grande pauvreté, il est devenu très riche par la méritocratie républicaine, il est devenu un grand avocat, et donc lui était persuadé que tout ça, ça marchait. Et donc dès que quelqu'un s'opposait à la France républicaine, démocratique, ouverte qu'il aimait, il devenait fou. Et une de ses passions, ça a été de faire mettre en prison des néo-nazis, de faire des procès à des associations d'extrême droite, et de les gagner, ce qui m'a valu une enfance parfois menacée, ou des choses comme ça. Mais donc lui croyait dans tout ça. Moi, j'ai toujours été un observateur admiratif, mais je suis moins croyant. Néo-nazis avec lesquels, pour la parenthèse, tu as parfois sympathisé. Pas leurs idées, je précise, mais en tout cas, ça t'a pas gêné d'être ami avec des personnes qui pouvaient véhiculer ce type d'idées. Le sens du livre, c'est un petit peu le suivant, c'est que j'étais un petit garçon admiratif des combats de son papa, écrasé aussi par les deux grands anciens élèves du lycée Masséna de Nice, c'est-à-dire Romain Gary et Joseph Kessel. Et j'ai pas eu la chance de combattre Hitler parce que je suis né après, remarque mon père aussi. Et à Nice, il y avait, je ne sais pas comment ça s'appelle, des petits nazillons ou des skinheads ou je ne sais pas quoi. Donc le sens du livre, c'est d'expliquer que ces gars-là, quand on était en phase 2, fatalement, soit on se cognait, soit on prenait un café. Mais enfin, c'était certainement pas Hitler. Et au bout d'un moment, le retournement se passe quand je suis face à des vrais tribuns d'extrême droite, comme Jean-Marie Le Pen ou comme des orateurs de l'Action française. Et leur public, c'est pas des skinheads, c'est des papiers des mamies, c'est des commerçants, c'est tout le monde en fait. Et là, il y a une espèce de retournement où je m'aperçois que les petites bagarres de rue ne servent à rien et qu'il y a un vrai enjeu, c'est d'éviter que l'opinion tombe pour des idées extrémistes qui seraient néfastes pour tout le monde. Donc c'est une manière de dire que ces combats-là sont pas très utiles. Mais ils ont peut-être été formateurs. On peut essayer de me comparer à mon père, c'est un peu ça. On est rentré directement dans le vif du sujet, mais ce qu'il faut expliquer, c'est que ce livre, t'en as l'idée ou l'inspiration, t'es sur ton lit de mort, en pleine crise Covid, je dis sur ton lit de mort, tu vois, sur ton lit d'hôpital, et t'es quand même à 2 doigts tu frôles la mort, vraiment. Alors, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai eu un Covid pas très facile. J'ai passé une dizaine de jours à l'hôpital, puis 1 mois de ce qu'on a appelé hospitalisation à domicile. Et après 3 jours à l'hôpital, j'avais toujours pas vu de docteur parce que c'était surchargé. Et un docteur arrive enfin et il me dit, écoutez, moi j'y connais rien parce que je suis gastro-entérologue, mais en tout cas, battez-vous. Et alors j'avais mes 2 tubes dans le nez, on me disait que des gens venaient de mourir dans la chambre d'à côté, et ce battez-vous, il me paraissait tellement absurde, j'ose pas dire que ça m'a fait marrer, mais disons qu'avec le recul, ça me fait marrer. Et là-dessus, je me mets à écouter les interviews de Joseph Kessel sur France Culture, il y en a plein en mémoire, et sa voix, son mouvement, l'idée de l'écrivain voyageur, l'idée de l'aventurier, ça m'a un peu sorti de la léthargie de la chambre d'hôpital, et ça a été un moteur, en tout cas pour donner envie de se lever. Kessel dont tu racontes qu'il aurait
pu tuer Hitler, mais qu'il ne l'a pas fait. Ah oui. C'est pas moi qui le raconte, c'est lui. Il dit qu'en Allemagne, dans les années 20, il a entendu Hitler prêcher dans une taverne, ou je sais pas où, je crois à Düsseldorf, qu'il était avec des copains truands, qu'il était armé, je parle de Kessel, et il dit j'aurais pu le tuer, je l'ai pas fait. Il était tellement médiocre, je ne me suis pas méfié. Et ça me paraît vraiment intéressant parce que aujourd'hui, parfois, on se méfie pas des politiciens ou des politiciennes qui sont tellement nuls que tous les jours, on les voit en alerte Twitter parce qu'ils ont dit une nouvelle connerie, et on se rend pas compte que ce sont eux qui risquent vraiment de gagner parce qu'ils accaparent l'attention. C'est ça qui est intéressant dans la bande dessinée, dans cette bande dessinée, c'est que derrière le destin de ce petit garçon qui grandit dans l'ombre de son papa avec cette espèce de statue du commandeur, qui se forme au sport de combat, qui s'amuse de la synagogue trop bruyante. Il y a cette blague aussi, on peut pas mettre un berger allemand devant une synagogue. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie d'ailleurs, on ne met pas de berger allemand devant une synagogue, mais derrière tout ça, voilà, on sent cette montée de l'antisémitisme qui t'inquiète. Est-ce que c'est une montée ou est-ce que c'est une constante ? Je crois qu'il y a eu une accalmie après le génocide de la Deuxième Guerre mondiale. Les attentats ont repris ou ont commencé quand j'étais enfant. Et c'est vrai que les synagogues françaises sont sous protection policière depuis les années 80. Donc moi, à chaque fois que j'ai été prié, c'était sous la protection de la police. Ça crée une inquiétude. Et aujourd'hui, le nouveau truc vraiment flippant, c'est que les partis républicains ne sont plus prêts à s'allier contre l'extrême droite. On voit bien qu'il y a une néofasciste qui a été... Je ne sais pas ce que c'est qu'une néofasciste, mais une admiratrice de Mussolini qui a été élue en Italie. La première réaction de Macron, ça a été de dire c'est la faute à Mélenchon. La première réaction de Mélenchon, ça a été de dire c'est la faute à Macron. On voit bien que face à l'extrême droite, on n'arrive plus à fédérer la population. C'est pas quelque chose qui va amener les gens à se bouger. Et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup d'amis en politique parce que pour moi, ça reste un marqueur impossible. Et c'est ce qui fait aussi de ce livre ton premier livre politique. Oui. Sauf que c'est pas un livre pour faire changer les choses, parce que il y a très peu de gens qui lisent des livres, et j'ai toujours trouvé un peu pathétique les auteurs qui s'imaginent que leur opinion a une importance. En revanche, raconter ce qu'on voit, oui. C'est politique dans le sens où j'observe des mouvements, je les raconte, je raconte mon cheminement, mais j'ai pas l'espoir de faire changer quoi que ce soit. En revanche, si ça fait du bien à des gens de lire ça et s'ils se sentent moins seuls, alors on sera plusieurs. Sans le Covid, sans tout ce que tu as traversé à ce moment-là, il n'y aurait pas eu ce livre-là ? Ou c'est un livre que tu avais en toi depuis longtemps ? Je l'ai en tête depuis très longtemps parce que d'une certaine façon, il modifie la perception qu'on a de moi. Il n'est pas dans les codes, je ne sais pas comment dire, j'allais dire du gauchisme républicain parisien. On voit bien que j'ai eu une enfance un petit peu différente. Et ce qui m'a intéressé, c'est que ça devient vraiment du passé. C'est vraiment un truc il y a longtemps. Donc pour moi, Nice devient presque un roman historique. Les années 80, c'est l'histoire. Et ça donne des clés pour le chat du rabbin. C'est-à-dire que c'est pas le littoral d'Alger, c'est le littoral de Nice que je connais vraiment. C'est pas le chat, c'est moi. C'est pas le rabbin, c'est mon père. Mais enfin, quand on lit ça, j'ai l'impression qu'on lit le chat du rabbin un peu autrement. Et c'est la BD que tu placerais sur le devant de toute... Je crois que tu as fait près de 150 bandes dessinées. Voilà, est-ce que c'est pour toi la BD la plus importante de toutes celles que tu as pu faire ? Oh non, je crois pas. Non. Mais par contre, c'est un effort pour moi de faire comme un roman en bande dessinée. C'est-à-dire que moi, j'adore les séries. J'adore faire le non-événement en bande dessinée. Il y a la suite. Mais là, me prêter au petit jeu de la rentrée littéraire, du gros livre, du livre qui va traiter un sujet, c'est un petit effort à faire. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça permet de rassembler sa pensée sur un sujet. Moi, je suis vraiment avant tout un auteur de feuilleton. Je suis pas... moi, j'aime bien les monstres littéraires, mais j'aime pas les chefs-d'œuvre. J'aime Frédéric Dard, j'aime Alexandre Dumas parce qu'il y en a des kilomètres. Là, il a fallu que je me pose pour traiter le sujet, comme on dit en philo. Voilà, comme je suis un peu ami du moindre effort, ça m'ennuierait que ça marche trop, parce que après, ça voudra dire que c'est une forme à renouveler, même pour des récits d'imagination, mais ça demande plus de travail que mes BD habituels. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on retrouve la veine qu'il peut y avoir dans tes carnets, quand on connaît tes carnets, mais où il y a évidemment moins de dessins. Si ça marche, il va falloir maintenant faire ça tous les ans ou tous les 2 ans. Tu as ton éditeur qui va te dire je veux l'histoire du moment. Alors, c'est un exercice de dessin très différent, parce que le carnet, il n'y a jamais de crayonné et c'est improvisé sur une feuille blanche, tandis que là, je fais des crayonnés à très grand format sur une Cintiq, c'est-à-dire sur une tablette graphique, et ensuite je réduis, et ensuite je décalque à la plume et à l'encre de Chine, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail presque de mise en scène ou de préparation, et finalement c'est presque comme si je faisais les storyboards d'un film. J'ai envie de savoir où je vais mettre ma caméra, ce qui est une question que je me pose jamais dans mes carnets. C'est-à-dire que tu fais, entre guillemets, à l'envers, tu dessines en numérique, puis tu recopies
au dessin traditionnel. Oui, je dessine en numérique pour pouvoir dessiner avec tout le bras. C'est-à-dire que chaque case est crayonnée vraiment avec des grands gestes du bras. Ensuite, j'imprime en réduit et j'encre pratiquement à la taille où ça va être imprimé. Parce que sinon, si j'encrais trop gros ou si j'encrais sur ordinateur, on perdrait mon trait habituel parce que les lecteurs sont habitués à montrer plume, encre de Chine. Donc c'est vraiment ancré à la plume et l'encre de Chine, mais c'est crayonné sur un ordinateur. Et tu t'es pas posé la question de le faire 100% en numérique ? Ah oui, j'ai essayé, c'est moche. Alors moi, je suis pas raciste contre les ordinateurs, hein, j'essaye. Et en tout cas, avec moi, c'est moins bien. Il y a des auteurs qui savent très bien le faire. Moi, c'est mieux quand je fais sur du papier. Il y a aussi un défi quand même dans ce livre, c'est de se représenter à différents âges. Comment tu as travaillé ça ? Est-ce que tu as repris des vieux clichés ? Est-ce que tu as travaillé à partir de l'image que tu avais de toi à l'époque ? Oui, ça c'est vraiment pas ma zone de confort parce que moi, soit je suis un auteur pour enfants et alors dans Sardines de l'espace, dans Petit Vampire, tous les enfants ont à peu près la même tête, en tout cas les mêmes proportions. Soit je suis un auteur pour adultes, dans Pasquine, dans toutes sortes d'autres BD, et là vraiment je me lâche. Mais l'adolescence, c'est très glissant parce que d'abord je sais jamais exactement quel âge j'avais, entre 16 ans et 20 ans dans mes souvenirs, et ensuite il faut que je trouve une codification. J'ai pas voulu faire comme les BD où un adulte se moque de l'adolescent qu'il était en disant oui, il était frustré sexuel, il avait des boutons, il se branlait. D'abord, mon adolescence, c'était pas ça, parce que mon père me faisait tellement peur que j'ai pas eu le droit d'avoir une adolescence. Je l'ai fait plus tard, après mon divorce. Et ensuite, j'ai essayé de mettre en scène le premier degré de l'adolescence. C'est ce qui fait, selon moi, qu'on aime les mangas. C'est-à-dire qu'on va aimer le héros de manga ou Sangohan ou je sais pas quoi, parce qu'ils sont à fond dans ce qu'ils font. Et finalement, la grosse différence entre moi, ado, et moi aujourd'hui, c'est que quand j'étais ado, j'étais à fond dans ce que je faisais. J'avais pas de recul, j'avais pas de distance, j'avais pas de lecture sur ce que je faisais. Donc j'ai essayé de dessiner cette espèce de sincérité un peu bébête de l'adolescent. Et tu le disais tout à l'heure, mais tu as choisi aussi de ne pas le faire chronologiquement. C'est pas Johannes Farr à 16, Johannes Farr à 18, Johannes Farr à 20. Ah bah parce qu'il y a des sujets, parce qu'il y a des thèmes, parce que parfois la notion du combat, ça va me faire venir une idée de quand j'avais 3 ans, une idée de quand j'en avais 15 et une idée d'il y a 2 jours. Et là, vraiment, je suis très reconnaissant à ma coloriste Brigitte Findakli, qui d'abord fait un travail artistiquement formidable, mais qui fait aussi un travail d'écriture extraordinaire, parce que grâce à elle, on comprend où on est. S'il n'y avait pas la couleur, si on voyait cette BD en noir et blanc, je pense qu'on comprendrait jamais à quelle époque on est, dans quelle ville, dans quel endroit. Et là, il me semble que c'est très facile à lire. Justement, puisque tu reparlais des sports de combat, il y a cette phrase dans le livre où tu dis la base des sports de combat, c'est d'observer le monde. Et forcément, pour faire des BD comme tu les fais, il faut avoir un sens de l'observation. Tu penses que tout ça est lié aussi, que ces sports de combat t'ont formé au dessin ? Ah, je suis sûr. Toutes les choses, tous les sports ou toutes les danses, hein, mais toutes les choses que disent les profs de sport ou les profs d'arts martiaux, on peut les remettre directement dans une pratique d'écriture ou de dessin. Donc la base du truc, c'est que j'étais en train de lire Le Seigneur des Anneaux et je dessinais des dragons dans mon carnet. Et il y a Edmond Hardison, donc champion du monde de boxe américaine, qui était le gars du club où j'étais, qui me dit « Mais tu sais, Tolkien, il a rien inventé. Tout vient du vrai monde. » Et moi, je me disais, il comprend rien. Et en fait, 20 ans après, je me dis, oui, il a complètement raison. Tolkien, il a pris les tranchées de la guerre de 14, il a pris ses souvenirs d'Afrique du Sud, il a pris je sais pas quoi, et ça a donné les Hobbits. Et c'est très impressionnant de voir comment, quand on est dessinateur, tout peut être utile au dessin. Moi, j'ai jamais été bon en sport de combat. Par contre, tout ce qu'on me disait dans ces trucs-là, je les ai en tête pour le dessin. Après, peut-être qu'on va relire Donjon autrement. Il y a plein de scènes avec des maîtres et des élèves dans Donjon. Il y a des scènes dans Les Olives Noires où il y a des maîtres de bagarre. J'ai refourgué plein de trucs que j'ai pu entendre ou vivre à cette époque-là. Pourquoi tu as attendu 30 ans de carnet avant de faire une BD autobiographique ? D'abord parce que ça la fout mal de dire ça maintenant, mais en général, les livres autobiographiques m'embêtent un peu. Je trouve que c'est souvent une super excuse pour faire des livres ennuyeux ou dans lesquels il se passe rien. Et pour moi, un livre autobiographique... Regarde Satouf, si tu nous écoutes. Ah non, lui c'est formidable. mais lui c'est formidable parce qu'il lui est vraiment arrivé des choses et il a vraiment des choses à raconter. Mais le nombre de gens, c'est pas leur faute, qui nous infligent 200 pages alors qu'ils ont rien à raconter. Et là, moi j'ai essayé d'écrire comme si c'était une fiction. C'est-à-dire, je me dis, imagine, ça m'est pas arrivé. En fait, un des déclics, allez, on va être vraiment honnête, un des déclics de cette BD, ça a été Cobra Kai. Parce que cette histoire, je l'ai en tête depuis toujours. Mais je vois sur Netflix la série Cobra Kai, je dis, mais moi, j'ai vécu tout ça en mieux, parce que non seulement j'ai vécu ces bagarres-là, mais en plus, c'était politique, mais en plus, il y avait mon père qui manquait de se faire tuer, mais en plus, il y avait machin. Et je me suis dit, si je réussis à raconter ça de manière aussi amusante que Cobra Kai, alors ça va. Et je pense que je suis pas au niveau... C'est pas aussi amusant que Cobra Kai, mais c'est une motivation qui est pas beaucoup plus maligne, je crois. Et à la fin de la BD, il y a tout un tas de documents que tu reproduis, d'articles, de photos, etc.
Pourquoi est-ce que ce besoin finalement de justifier tout ce que tu viens de nous raconter? Parce que j'ai une technique d'écriture qui est un peu inquiétante pour les historiens, c'est que j'écris sans me documenter. J'écris sur le souvenir familial, donc il y a tout à fait moyen que je dise des bêtises. En tout cas, je vais tout écrire d'un premier jet, donc les 170 pages, sans aller voir rien. Après, j'ai pu aller me renseigner sur certains détails ou pour dessiner des décors ou quoi, mais une fois que c'est fait, dans l'esprit récit familial, il faut tout de même mettre des balises pour que, en particulier, les jeunes lecteurs sachent ce que c'était que la montée du Front National, que le terrorisme anti-juif à cette époque-là, que le sud de la France avec, on va dire, ses spécificités. Et alors, je me suis amusé, et ils ont été très sympas, à remplir ça d'articles de Nice Matin. Donc il y a pratiquement que des articles de Nice Matin pour illustrer cette époque-là, et ça a demandé beaucoup de travail aux archivistes parce que c'était pas informatisé, mais on est content d'avoir fait ce boulot. On était surtout, Thomas Aragon, mon éditeur et moi, très heureux quand on trouvait les trucs, parce que parfois je faisais les pages et je disais tiens, faut chercher tel truc. Il y a des choses qu'on n'a pas retrouvées, certains cas graves de meurtre ou de machin, on n'a pas retrouvé l'article. Il y en a un où on a par exemple eu beaucoup de mal à trouver, c'est le saccage du cimetière juif du château à Nice, où il y a quand même plus de 100 tombes qui ont été cassées à la masse, et on ne trouvait aucun article dans Nice Matin, alors qu'il y en a eu plein, mais on ne les a pas retrouvés. Et heureusement, on a trouvé sur l'INA un reportage télé qui nous a servi d'illustrer. Donc oui, c'était un peu un jeu de pistes, et ces 30 pages de documents à la fin, on demandait presque autant de travail que le reste du livre, parce qu'on voulait que ça se tienne. Déjà, pour le graphiste, c'est très compliqué de mettre en scène plein d'articles de journaux. Enfin, c'était un exercice amusant. Cette année, tu fêtes aussi les 20 ans du Chat du Rabbin. Ouais. Quand tu te retournes sur cette histoire-là, et puis après on pourra parler des autres séries qui sont toujours en cours, mais comment finalement tu l'analyses au départ, l'histoire de ce petit chat, qui aussi derrière ce chat parle là encore de judaïsme, de religion, de tolérance? D'abord, j'ai eu vachement de chance parce que c'est la BD que j'aime le plus qui a le mieux marché. Parce que moi, je pense toujours à Conan Doyle qui n'aimait pas Sherlock Holmes et qui rêvait de faire des romans historiques. Et pour lui, moi, c'est le truc qui me plaisait le plus. Et tout de même, je l'ai fait un peu consciemment parce que c'est l'année où, coup sur coup, ma grand-mère maternelle est décédée, donc on dit que quand un vieil Africain meurt, c'est une bibliothèque qui meurt. Ma grand-mère, c'était toute une bonbonnière et toute une armoire à gâteaux. Donc ma grand-mère d'Algérie disparaît, les tours jumelles s'effondrent, et le monde entier nous parle de guerre de civilisation contre l'Orient. Et mon premier enfant né, c'est-à-dire ma fille Taoutmina. Je me dis, mais j'ai rien à lui transmettre finalement sur cet héritage d'Algérie. Et très consciemment, j'ai voulu faire un petit conte de fées pour réenchanter les souvenirs maghrébins. Parce que sinon, dès qu'on dit le Maghreb, tout le monde se crispe. Après, tout le monde a fait ce livre avec amour chez Dargaud. Guy Vidal, Philippe Osterman, Thomas Aragon, enfin tout le monde était là. Mais on ne savait pas que ça allait marcher, moi non plus d'ailleurs. Et pendant la première année, on peut voir les chiffres, Dargaud en a réimprimé 5000 par semaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se disait quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va s'arrêter. Et quand on est arrivé à 100 000 exemplaires vendus, ils ont envoyé, je crois, 20 kilos de croquettes à mon chat, en félicitations, parce que c'était un vrai chat. Voilà, c'est mon meilleur souvenir en bande dessinée. J'allais dire tout seul, mais c'est pas tout seul, parce qu'il y a Brigitte Findakli depuis le début. Et sans ces couleurs, il n'y aurait pas l'adhésion à ce truc bizarre, parce que c'est tout de même presque une imagerie coloniale, le Chat du Rabbin, sauf que c'est la famille d'anciens colonisés qui raconte. Donc il y a ce paradoxe-là. Voilà, je suis en train d'écrire le prochain, qui va être un peu moins doux que d'habitude. Enfin, je voulais faire un grand chat d'aventure, comme le 5e, il traversait l'Afrique. Là, le 12e, ça va être la Première Guerre mondiale, et je vais raconter comment mon rabbin a été aumônier des armées. Et je me suis aperçu qu'il y avait très peu de documents sur les Juifs d'Algérie pendant la Première Guerre mondiale. Et j'ai trouvé des choses, je peux vous spoiler une scène parce que celle-là, j'en reviens pas de l'avoir trouvée, elle est vraie. Il y a un rabbin qui était dans l'armée française, dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, et pour ses fidèles, il a voulu traduire la Marseillaise en hébreu. Mais il était embêté parce qu'il trouvait que les paroles étaient un peu violentes. Alors ça donne en hébreu, France, on te bénit, on espère que tu seras en bonne santé et que tu auras de beaux enfants. Je vous promets que c'est vrai. Est-ce que le succès aussi de ce chat t'a libéré peut-être dans tout le reste? On pourrait dire que quand je fais un chat par an, d'une certaine façon, je suis tranquille parce que d'abord, ça se vend très bien, ça me rapporte beaucoup. Ensuite, j'ai mon petit rythme où j'ai une histoire du chat. Mais en même temps, parfois, pendant 5 ans, j'en fais pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait me sentir bien. Tandis que quand on fait de nouvelles choses, on est excité, mais il y a une petite mise en danger. Par exemple, là, cette année, ne pas sortir de chat, sortir la synagogue, c'est une prise de risque de la part de Dargaud. Moi aussi, parce que je me considère pas comme l'auteur type qui fait la rentrée littéraire, c'est pas mon ADN. Mais il y a certainement une tranquillité qui vient du Chat du Rabbin. Et après, c'est la porte ouverte au contresens, parce que tout le monde s'imagine que je suis religieux, c'est pas le cas. Tout le monde, alors maintenant que j'ai la barbe en plus, machin. Et ce sont des contresens amusants, en général, qui se règlent bien avec les lecteurs.
auteurs, mais par exemple, bon là les nouveaux livres m'inquiètent. Là, par exemple, je vais sortir un polar en noir et blanc chez Sonatine. Il m'avait appelé pour que je fasse un roman, comme je fais des romans par ailleurs. Et j'ai dit, bah non, on va faire une bande dessinée. Et ça va être 250 pages de BD en noir et blanc sur un polar. Alors ça m'inquiète, parce que c'est comme les chantiers, je supporte pas qu'un éditeur perde de l'argent sur mon dos. Je me sens toujours très coupable quand ça arrive, et là je vais sortir ce livre chez Sonatine, j'espère que ça va marcher pour eux. Alors sur le chat je suis moins inquiet, parce qu'en général on perd pas d'argent. Et est-ce que parce que moi je pense évidemment à la série Donjon. Lewis et moi, on storyboard tous les albums de Donjon, c'est jamais personne d'autre. Et quand on a arrêté, c'est parce que à cause du cinéma, j'avais plus le temps de le faire, donc on a arrêté pendant 5 ans. En réalité, il y a 50 albums de Donjon, Lewis en a dessiné 5, moi j'en ai dessiné 4. Donc notre rapport est pas vraiment sur le dessin. Notre rapport a toujours été sur l'histoire et sur le storyboard, mais notre participation est exactement la même que dans les premiers albums. Il n'y a jamais une ligne de Donjon qui a été écrite par quelqu'un d'autre. Non, par contre, il y a des auteurs parfois qui enlèvent mes textes. Boulet a dit que mes récitatifs c'était chiant et que quand on les enlève c'est aussi bien. Après tout c'est ses pages, il fait comme il veut, et Lewis était un peu d'accord, donc on enlève, parce que moi j'ai tendance, comme j'ai jamais confiance dans le dessinateur, j'ai tendance à tout bien expliquer dans la case ce qui va se passer dans l'image, et alors parfois ça les vexe, ils disent mais non mais tu vois bien qu'on comprend, alors je dis oui mais s'il y a des personnes âgées, bon alors voilà. Et cette série elle va continuer Alors elle continue. C'est le petit joujou alors on se voit chaque année, et quand on a des idées on en fait, jusqu'à présent on a des idées. Donc il y a encore 4 ou 5 albums qui sont pas encore dessinés, qui sont livrés. Il y a des auteurs vraiment éblouissants qui arrivent. Il y a Bertrand Gatignol qui a fait un album qui est extraordinaire et qui fout la trouille. Il y a Boulet qui en a fait 2 de suite. Il y a Vince qui va faire 2 albums de suite, alors qu'il en a déjà fait 2. Donc c'est intéressant parce que là on a des dessinateurs presque un petit peu plus réalistes que le style d'avant. Il y a plein de dessinateurs qui arrivent. Et comme tu t'ennuyais, tu as aussi lancé le Ministère Secret. Le Ministère Secret, il y a le 3e tome qui arrive d'ici une semaine ou 2, qui s'appelle Le Sphincter de Moscou, parce qu'on va expliquer qu'il y a une machine depuis Moscou où on peut mettre la main très très loin dans le cul de certains politiciens français pour qu'ils fassent exactement tout ce qu'on veut. Et donc on s'amuse beaucoup avec Mathieu Sapin, parce qu'on utilise des codes à la Tintin ou à la Blake et Mortimer pour raconter, presque comme si on était des chansonniers de radio, le quotidien de la politique française. Vous avez des retours des politiques dessus ? Ah bah oui, ils sont contents. Le truc des politiques, c'est que dès qu'on parle d'eux, ils sont contents, ils ont le cuir épais, même quand on se fout de leur gueule, ils sont morts de rire. François Hollande, il se fait filmer avec les albums dans les mains, et on a appelé Sarkozy pour qu'il nous aide à faire la promo du tome 1, et manque de bol, c'était le jour de sa mise en examen, et il a fait dire que ce jour-là, il était un peu occupé. Il avait une bonne excuse. Je crois que tu travailles aussi à... C'est une nouvelle adaptation du Chat du Rabbin. On a commencé à écrire avec Benjamin Charbit, qui est un immense scénariste de télévision et de cinéma, un projet de série à la HBO, on va dire, sur le Chat du Rabbin, c'est-à-dire des vrais acteurs, essayer de faire revivre le monde des Juifs d'Algérie, qui n'existe plus du tout aujourd'hui. On a écrit un épisode en entier, on a écrit ce qu'on appelle les arches de la série, et on est en financement, comme on dit pudiquement, mais comme ça coûte très cher, je vous dirai quand ça ira. En tout cas, c'est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé ce jour, oui. Parce que c'est vrai que tu as fait beaucoup d'allers-retours comme ça entre la bande dessinée, le cinéma, il y a eu Petit Vampire, il y a eu, j'ai oublié le titre, mais Le Fusil de chasse, La jeune femme. Je l'ai oublié. La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. Voilà, celui-là. Enfin, tu faisais comme ça des allers-retours. Mais moi, j'adore faire du cinéma, mais il faut que le cinéma accepte que je vienne. Ça demande en général beaucoup de financement, beaucoup de choses compliquées. Donc quand ça marche pas, je fais des livres. Mais je suis assez tête dure et j'ai tendance à pas abandonner. Donc j'ai vraiment plein de projets, et en cinéma et en télé. Et évidemment, je peux pas en parler maintenant parce que c'est tellement la honte de parler d'un truc et après ça se fait. Par exemple, il y a 3 ans, j'ai parlé partout de mon film sur le cambriolage de Kim Kardashian, mais qui était écrit, qui aurait été génial. Le seul problème, c'est que personne n'a voulu le faire. Donc maintenant, je vais me taire. Et quand je verrai des caméras, quand je ferai un tournage, je vous dirai. Et cette phrase du chat, justement, ça vaut le coup de fermer sa gueule pour être heureux. Tu te l'appliques pas vraiment. En cinéma, ça vaut le coup de fermer sa gueule, oui. Parce que quand on passe son temps à annoncer tous les films qu'on va faire et qu'en fait on fait rien, on passe pour une baltringue. Pour finir, sans faire la phrase de psychologie à 2 balles, mais comme il est beaucoup question de ton père, justement, dans cet album, de cette ombre du paternel, tu penses qu'il dirait quoi aujourd'hui s'il voyait cet album, La Synagogue ? Mon père, il était toujours content quand je faisais des trucs. Je pense qu'il serait très fier du livre. Il y a sans doute certaines choses avec lesquelles il ne serait pas d'accord. Et il y a surtout plein de choses où il dirait que j'ai faux parce que j'étais enfant et je me suis mal souvenu ou j'ai mal compris. Regardez, par exemple, quand je fais mes carnets autobiographiques, mes proches qui lisent sont parfois foudrages parce qu'ils disent « Mais attends, tu racontes n'importe quoi, cette conversation, c'était vraiment pas ça », alors que je l'ai dessiné 3 semaines après l'avoir eu. Donc j'ai déjà, en 3 semaines, oublié des petits trucs. Mais là, quand il s'agit de se souvenir de mon enfance et de mon adolescence, j'imagine qu'il y a plein d'erreurs partout
Mais comme il n'y a pas mieux que mes propres souvenirs pour raconter ma propre enfance, je suis bien obligé d'écrire ce qui me reste. Et on découvre donc tout ça dans La Synagogue, édité chez Dargaud. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt ? Je suis là. La première BD que tu as lue ? Alors, la première BD que j'ai lue et défoncée, c'est Astérix. C'est le Astérix où il est à Rome, non ? Dans lequel il mange des trucs et il change de couleur. Et j'avais tout refait au feutre par-dessus. Et manque de bol, c'était une édition originale. Ça, on m'en a parlé dans la famille. Et pourquoi tu l'avais repeinte comme Parce ça ? que je voulais participer à l'œuvre. Et voilà, j'ai participé. La meilleure BD de tous les temps ? Alors... Oh, ça, c'est peut-être pas la meilleure de tous les temps, mais moi, c'est mon fétiche. C'est L'île au trésor de Hugo Pratt. Parce que c'est la rencontre pratiquement de mon romancier préféré et de mon dessinateur préféré. Et c'est du Pratt à la plume. Et enfin, c'est tout ce que j'aime. Donc, c'est plutôt ma BD fétiche. La plus belle couverture de bande dessinée ? La plus belle couverture, c'est forcément une couverture du Spirit par Will Eisner. Je sais pas laquelle, mais sans doute une dans laquelle il y a une de ces femmes formidables qui sont en général françaises d'ailleurs. Il y en a une qui s'appelle Pigalle par exemple, et où il y en a une qui s'appelle Plaster of Paris, Plâtre de Paris, c'est quand même formidable. Et elles sont capables de dire des choses du genre cette histoire n'est pas pour les petits garçons. La plus belle case de bande dessinée ? Alors la plus belle case de bande dessinée... Je vais quand même pas citer encore Hugo Pratt, c'est dans Terry et les pirates, une des cases nocturnes où la méchante tient le héros endormi dans ses bras et se demande si elle va l'embrasser ou le tuer, sur un bateau au clair de lune. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais tu as honte de non, attends, je te redis une autre case qui est géniale. Attends, ça c'est courageux, je te dis une case pornographique qui est géniale. C'est dans Le parfum de l'invisible de Manara, l'homme invisible qui est en train de pratiquer la sodomie sur sa compagne, sauf que comme il est invisible, on le voit pas, on voit ce qu'il est en train de faire et on voit la couverture sur son dos. Ça veut dire que pour dessiner ça, Manara a dû dessiner la nana toute nue, le mec tout nu, le zizi du mec dans la nana, la couverture, puis ensuite enlever le mec, puis ensuite ancrer. Donc c'est vraiment un génie du dessin, Manara. Voilà, c'est dit. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais tu as honte de l'avouer ? Une BD que j'aime et que j'ai honte d'avouer, j'ai vraiment pas beaucoup de honte, moi. Il y a une série télé que j'aime et que j'ai honte d'aimer, c'est Emily in Paris. Je suis ultra fan, mais parce que dès que je vais mal, dès que je suis trop déprimé de Paris, je me dis, ce serait tellement bien de vivre dans ce monde où ma seule préoccupation, c'est de mettre une robe Dior et d'être amoureuse d'un cuisinier au rez-de-chaussée. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Après, moi, j'ai pas beaucoup honte de mes goûts en BD. Si, il m'arrive de lire les runs récents de Batman. Et c'est pas que j'ai honte, mais c'est que vraiment j'ai l'impression de mâchonner une vieille soupe de légumes avec pas grand chose. Et puis surtout, il y a toujours un abruti dans Comic Books Resource où tu pourras t'écrire vite, lisez les nouveaux runs de Batman parce que tout a changé, c'est nouveau. Puis non, en fait, c'est pareil. Ton meilleur souvenir de festival ? Mon meilleur souvenir de festival qui ne soit pas sexuel. Si, c'est tout de même à Londres, un jour de Coupe d'Europe, je crois, ou je sais pas quoi, où il y avait l'Angleterre contre la France, et Lewis Trondheim et moi avons agacé nos amis anglais en nous foutant de leur gueule. Lewis s'est mis pratiquement tout nu, et moi aussi, et après Lewis est allé derrière le projecteur, moi je me suis mis torse nu, et sur le projecteur il me dessinait des points rouges sur le corps. Lewis et moi et d'autres copains au début, d'ailleurs ça a agacé tout le monde, on n'avait pas bien compris la différence entre un festival de BD et le Club Méditerranée, donc on arrivait pour faire les andouilles, on chantait des chansons, on jetait des trucs, on avait des confettis, et après ça a énervé tellement tout le monde qu'on s'est mis à plus le faire. Moi je le regrette un peu. Ton pire souvenir de festival ? Mon pire souvenir de festival premier Angoulême en 93, je suis avec les gens de l'association, je vais pas dire lequel des fondateurs de l'association a dormi dans ma chambre et s'est moqué de moi parce que je me brossais les dents. Ah oui, on en était là. Ça c'était un peu chaud. Ton personnage de bande dessinée préféré ? Mon personnage de bande dessinée préféré, c'est Snoopy, toutes catégories confondues. Parce que ça me bouleverse, parce que c'est des petites phrases avec lesquelles on se promène toute la journée, parce que les dessins de Charles Schulz, mais vraiment ça me bouleverse. Ça frappe au cœur tout de suite, c'est en quelques images. Dès que j'ai l'impression de plus savoir dessiner, je prends un Snoopy et je me dis c'est pas grave, on va dessiner quand même. Voilà. Ton personnage de BD détesté ? Un personnage de BD que je déteste ? Bah pourquoi je vais détester un personnage ? Si, quand j'étais petit, je détestais Mickey et je détestais Tintin, mais j'aimais leur faire valoir. J'adorais le capitaine Haddock ou j'adorais Donald et je comprenais mal pourquoi il fallait toujours s'identifier à l'espèce de brave type courageux. Moi j'aime mieux les personnages qui ont des défauts. Ton super-héros préféré ? Mon super-héros préféré, alors je les aime tous tellement, tous ceux inventés par Jack Kirby, peut-être Ben Grimm, parce que j'adore Ben Grimm et puis je m'identifie au gros bonhomme un peu maladroit. Il est génial, Ben Grimm. Et aussi j'avais une passion sexuelle quand j'étais enfant, c'est un peu bizarre, pour comment elle s'appelle, Médusa, qui attrapait tout avec ses cheveux rouges.
Je sais pas d'où ça vient. Si, j'ai une blague très drôle sur les super-héros, parce que j'ai jamais pensé, moi, ce que c'était que la toile de Spider-Man. Dans Marshall Law de Pat Mills et Kevin O'Neill, je crois, à un moment, ils se moquent de Spider-Man et ils disent qu'il y a un adolescent qu'on recherche parce qu'il répand sa semence partout dans la ville. Et ça m'a beaucoup fait rire. Ton super-héros détesté? Un super-héros que je déteste, mais là encore, moi j'ai du mal à détester des personnages. Ce seraient des personnages qui m'ennuient. Non, ce que je détesterais, et en fait j'ai trouvé la solution, je détesterais écrire un Superman parce qu'il a tellement de pouvoir qu'on ne sait pas quoi lui trouver comme challenge. Et en fait, quand on y réfléchit, on lui en trouve plein. Et ils avaient réussi dans un film, en fait. Le challenge, c'est qu'il arrive après avoir passé 2 ans loin de la Terre. Et le temps qu'il revienne, la femme qu'il aime s'est déjà mariée et a eu 2 gosses. Voilà, donc ce genre de truc. Donc en fait, non, c'est juste des challenges. Tu dessines dans le calme ou en musique? Je dessine dans le bruit. Le calme me glace, donc j'ai besoin du bruit, mais qu'on me foute la paix. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plein de gens autour, ils s'agitent, ils font plein de trucs, mais ils me laissent dessiner. Couleur ou noir et blanc? Moi, je dessine toujours en noir et blanc. Après, je peux colorier à l'aquarelle, mais globalement, quand c'est mal colorié, c'est moi. Quand c'est bien colorié, c'est Brigitte Findakli ou Walter Pezzali. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de bande dessinée que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Que vous connaissez pas? Oui, alors voilà, tiens, découverte en BD récente, Maybelline Swartkop, Roxane vend ses culottes. C'est du David Lynch en BD, plus malin je trouve, parce que David Lynch m'a toujours un peu saoulé, mais elle non. Ça raconte le quotidien d'une fille qui se retrouve entraînée dans un monde un peu bizarre, et c'est dessiné avec beaucoup de soin et beaucoup de bizarreries, et je pense que c'est une autrice qui ira loin. Voilà. Merci beaucoup Johan Sfer d'avoir joué le jeu. Merci. Et on se jette sur La Synagogue qui est donc édité chez Dargaud. Nous on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur de la cité porté aujourd'hui par Maël Ranou, directeur des bibliothèques. De quoi as-tu décidé de nous parler? Eh bien, j'ai décidé de parler de 16e printemps de Yun Bo. Alors, Yun Bo, c'est une autrice qui a été en résidence à la Maison des Auteurs et qui a fait cet ouvrage qui est assez atypique. C'est un ouvrage à la italienne avec un dessin très très beau à l'aquarelle qui fait un peu penser au Monsieur Blaireau, Madame Renard, des livres pour les tout petits. Sauf que c'est pas une histoire pour les tout petits, même s'il y a une petite renarde qui, en fait, au début de l'histoire, lors de son 5e anniversaire, ses parents se séparent. Sa mère disparaît et son père la dépose chez son grand-père qui vit avec sa fille célibataire depuis 40 ans. Voilà. Et en fait, c'est des gens qui ne sont pas faits pour s'occuper d'un enfant. C'est un vieil homme, c'est une dame avec des problèmes sociaux. Et du coup, c'est extrêmement intéressant. C'est très très doux comme dessin et c'est en même temps très très dur comme thématique. Ce rejet, cet abandon, cette souffrance d'un enfant qui espère revoir ses parents. Et 16e printemps, c'est qu'on la voit grandir en fait jusqu'à ses 16 ans. Donc à l'école, ça se passe pas forcément très bien. Mais elle devient amie d'une voisine qui est une poule dans un village de renards. Donc une autre qui a des regards un peu intrépides. Et donc voilà, c'est très belle amitié, c'est très belle acceptation, c'est une sorte de deuil familial qui est porté dans ce livre, 16e printemps. Donc il est un livre qu'on peut lire quand on a une dizaine d'années, mais qui n'est pas un livre pour les tout petits et qu'on peut vraiment lire quand on est très grand. Et qui a eu le prix du journal de Mickey, d'ailleurs des lecteurs, donc c'est assez étonnant. Et qui est sélectionné chez nous dans notre bulle des lecteurs. Voilà, le prix des bandes dessinées en Charente. On redonne les références? Eh bien, 16e printemps de Yun Bo chez Delcourt. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.